Alors nous abordons une question extrêmement délicate aujourd'hui. Délicate, le mot est peut-être malvenu, mais une question qui interpelle, comme on dit dans le langage contemporain, la plupart d'entre vous et la plupart des Français, puisqu'il s'agit de la démocratie. Or, la démocratie est devenue une espèce de notion incontournable, une notion à laquelle on ne peut même plus s'attaquer sous peine d'être considéré comme des hérétiques. Heureusement qu'il y a encore des personnes, des historiens, des chercheurs qui se sont penchés sur la question et qui ont abordé, qui sont allés au fond des choses et qui vont vous donner, à mon avis, des réponses, des justifications qui vont peut-être vous permettre de changer d'optique. Je l'espère, parce que c'est notre position quelquefois un peu trop exagérée, mais qui nous vaut quelques reproches dans notre revue lecture française. Changez votre optique sur l'attitude que vous devez avoir lorsque vous êtes convié à participer à un scrutin électoral. Je vais commencer par Maxence Eckart, que j'ai déjà rencontré pour un entretien du même type l'année dernière, lorsque nous avions fait une belle réunion à la Mutualité à Paris. Et ensuite, il avait très aimablement accepté de répondre à un certain nombre de questions pour un entretien publié dans la revue Lecture française. Je ne reviens pas en détail sur ce qu'il est. Il est diplômé, École supérieure des sciences économiques et commerciales, une faculté de droit de l'université Panthéon-Assas, en même temps homme d'affaires, mais son grand mérite, c'est d'avoir publié l'année dernière un gros livre de 460 pages intitulé Fondements philosophiques de la démocratie moderne. Alors j'ai simplement lui demandé de me dire si aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut envisager cette question en essayant de la mettre à la portée du grand public que nous sommes et que vous êtes. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, la démocratie, nous vivons dedans. Donc c'est quelque chose dont chacun d'entre nous a l'expérience. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, moi je le constate en voyant mes lecteurs, chacun d'entre nous a une opinion sur sa nature. Et chacun d'entre nous en est quelque part un petit peu fatigué de cette démocratie et se demande si elle n'est pas un peu à bout de souffle. Est-ce que le monde démocratique n'est pas en train de se fatiguer? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas véritablement tenu ses promesses que nous ont promises les Lumières au XVIIIe siècle. Elles nous ont promis un monde meilleur. Elles nous ont promis le bonheur. Vous savez que la notion de bonheur, le concept de bonheur est né quasiment au XVIIIe siècle. Eh bien, aujourd'hui, que voyons-nous? Eh bien, nous voyons des populations souvent abruties, abruties par le travail, abruties par une culture de masse contre nos amis de Chiré-en-Montreuil luttent avec efficacité, mais vous représentez quand même une infime minorité de la population française. Que voit-on? On voit une planète qui est abîmée, on voit des océans pollués, on voit des gens qui sont même abîmés physiquement. Je ne sais plus quel est le pourcentage des Américains qui sont atteints d'obésité, qui est quand même une grave maladie, mais c'est juste impressionnant. Donc, le monde politique que nous voyons, il est quelque part un peu effrayant. Nous sortons d'une période électorale où on pensait qu'on parlerait des valeurs, du fond. Vous voyez, chacun des candidats devait se prononcer sur son message concernant les valeurs, justement. Eh bien, on a eu des affaires. Tout le monde voulait sortir du hollandisme
on a eu le hollandisme, et aujourd'hui, on ne sait pas bien où on va, vous voyez. Et donc, c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est la judiciarisation de la société. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans nos rues? Eh bien, on voit l'armée, désormais, qui déambule. On voit une société de plus en plus policière, il faut bien le dire. Et il y a des raisons pour cela, puisqu'il y a bien, de fait, du terrorisme, des attentats, enfin, des choses qu'on n'imaginait pas, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Or, je vous rappelle que la grande promesse de la philosophie des Lumières, c'est que nous aurons un monde en paix. Où est la paix, vous voyez? Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que pour maintenir la paix dans notre société civile, eh bien, il faut tout simplement faire déambuler l'armée dans les rues. C'est quand même quelque chose qu'on n'imaginait pas, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, vous voyez. Donc, et puis je ne parle pas désormais des crises migratoires. Hein, il y a 50 ans, Jean Raspail a écrit un livre qui avait défrayé la chronique, Le Camp des Saints, sauf qu'aujourd'hui, le Camp des Saints, on le vit quelque part. Voyez. Et donc, ce sont quand même des mouvements de population qui sont, et on n'en veut pas aux malheureux immigrés qui ont été appauvris dans leur pays et qui aujourd'hui espèrent trouver un peu de bonheur dans le nôtre. Donc, la démocratie est-elle en échec? La philosophie des Lumières n'a pas tenu sa promesse de bonheur, et donc est-ce qu'on est proche de la fin? Eh bien, au risque de vous décourager, je pense que nous ne sommes pas auprès de la fin. Pourquoi? Et c'est là que j'en viens un peu plus à mon ouvrage. Si on s'interroge sur ce qu'est véritablement la démocratie, eh bien, on constate très vite que ça n'est pas qu'une question politique. Et il y a eu évidemment énormément de philosophes, d'historiens qui se sont interrogés sur la démocratie, et tous sont convenus que le peuple ne gouverne pas en démocratie. Vous voyez, Machiavel l'a dit, Rousseau l'a dit, Montesquieu l'a dit, le peuple est incapable de gouverner. Bon. Et avant eux, Thucydide l'a dit sur la démocratie athénienne. Il disait non, c'est pas du tout le peuple qui gouvernait, c'était Périclès. Voyez. Donc, la démocratie, c'est autre chose que cela. Et en fait, aujourd'hui, on ressent tous un espèce de totalitarisme démocratique. Hein, Monsieur Seguin nous disait que on est quasiment qualifié d'hérétique quand on n'est pas démocrate. Eh bien, pourquoi cela? Eh bien, précisément parce que la démocratie n'est pas qu'une question politique, c'est une question de vision du monde. Ce que les philosophes appellent la métaphysique. Ah, me dites-vous, une vision du monde, vous êtes quand même un petit peu ambitieux là. En quoi la démocratie est-elle une vision du monde? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes. Aujourd'hui, l'homme de la rue, à quoi croit-il? Posons-nous la question. Je pense que les braves qui sont réunis dans cette clairière ne sont pas complètement représentatifs de l'homme de la rue. Mais nous savons tous ce qu'est l'homme de la rue. À quoi croit-il? Eh bien, il croit essentiellement à la science. À la vérité scientifique, ça, personne ne met ça en doute. Hein. Les gens considèrent que le CNRS, c'est du sérieux, si vous voulez. Et que nous dit la science sur la nature humaine? Eh bien, la science nous dit que la nature humaine, eh bien, nous sommes une espèce issue d'autres espèces. Nous sommes en progrès. Les premiers hominidés ont démarré il y a je ne sais plus si c'est 500 000 ans ou 1 million d'années, mais enfin il y a très très longtemps. Et le monde évolue, le monde change, le monde évolue. Et pendant longtemps, vous savez que cette doctrine, en fait, n'est pas du tout nouvelle. Hein, on parle en permanence à la radio. En venant ici, hier soir, je mettais la radio de nouveau.
il y avait des émissions sur Darwin, enfin c'est vraiment un thème que tout le monde entend en permanence. Cette doctrine est en fait très ancienne, il faut le savoir. Il y avait à l'époque des Grecs, des philosophes grecs, Anaximandre, Empédocle, et puis plus tard Épicure, qui déjà imaginaient que le monde s'expliquait par lui-même, changeait, évoluait, et puis un point c'est tout, qu'il n'y avait pas besoin, pour l'expliquer, d'imaginer un espèce d'être suprême, ce que Aristote appelle le premier moteur, qui rendrait compte de ce monde et qui lui donnerait en quelque sorte des règles, un ordre. Eh bien non, nous dit-on, la science montre que tout ça a changé dans le temps et continuera à changer demain. Et donc, le monde évolue, il évoluera toujours. Ah, me direz-vous, mais alors quel est le rapport avec la démocratie? Mais précisément, parce que la démocratie est un instant de stabilité dans un monde en mouvement. C'est ça l'essence de la démocratie. Et c'est pour ça qu'il y a un lien philosophique, idéologique, extrêmement fort entre ce qu'on a appelé l'état de droit et la métaphysique évolutionniste de Darwin. C'est pour ça qu'on vous dit, bah oui, la loi, elle change. Mais maintenant, la loi, c'est la seule chose qu'il soit nécessaire de respecter. Il n'y a pas d'autre morale que le droit. Et la démocratie va donner un instant de stabilité dans un monde en évolution. Et demain, la loi de demain contredira celle d'aujourd'hui. Et ça n'est pas grave du tout, nous dit-on. Parce que c'est l'évolution. Ça s'appelle l'évolution de la société. L'évolution des hommes est désormais essentiellement sociale. Alors, une fois qu'on a dit cela, et évidemment, ce que je vous énonce en quelques phrases n'a pas été dit par un seul homme. Ces théories ont été mises au point durant d'assez nombreux siècles. Et cette année 2017 est d'ailleurs une année très remarquable, puisque nous fêtons un anniversaire qui est, de mon point de vue, l'anniversaire de la naissance de la modernité. Pourquoi? Parce que c'est en 1417 qu'on a redécouvert le manuscrit d'Épicure. Et tous les philosophes, dans un monastère en Alsace, à Murbach, hein, c'est par un érudit italien, et à la suite de ça, cette philosophie que je viens de vous énoncer, et qui est la philosophie épicurienne, évolutionniste, eh bien, elle a été adoptée par toutes les lumières, par Montaigne, par Giordano Bruno, par Gassendi, Hobbes, Descartes, par Kant, par Hegel, par tous les grands philosophes qui ont forgé le monde moderne. Vous voyez, ce ne sont pas des théories que je vous énonce et que je voudrais vous imposer. Tout cela est prouvé, en fait, tout cela est reconnu. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque où Épicure a retrouvé une faveur absolument extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la philosophie est à la mode. Hein. Moi, quand je faisais mes études dans les années 80, dans les grandes librairies, il n'y avait quasiment pas de rayon de philosophie. Aujourd'hui, vous avez quasiment un rayon de philosophie dans les librairies de gare. Et puis les grands penseurs du monde, les Luc Ferry, les Comte Sponville, les Michel Onfray, ils vendent leurs livres à des centaines de milliers d'exemplaires. Eh bien tous, explicitement ou implicitement, mais généralement assez explicitement, se réfèrent à la philosophie d'Épicure que je vous ai énoncée. Donc ce ne sont pas des inventions que je vous énonce. Or, cette philosophie d'Épicure, quelle est son alternative? Vous allez me dire, mais qui c'est cet Épicure? Vous lui donnez beaucoup d'importance et c'est très bien d'être épicurien, on aime tous un bon verre de vin avec
un bon saucisson. C'est pas du tout ça l'épicurisme. L'épicurisme, je parle peut-être trop fort, non, c'est ça? L'épicurisme, c'est la philosophie. Donc Épicure est quelqu'un qui vient après Aristote. Donc il vient une génération après Aristote, une ou deux générations après Aristote. C'est quelqu'un d'assez prétentieux, et il disait qu'il n'avait jamais eu de maître. En réalité, on sait qu'il a eu un maître, on le sait par Diogène Laërce, et son maître était aristotélicien. Et que nous dit Aristote? Je vous le disais au début, Aristote nous dit « le monde ne peut pas s'expliquer par lui-même, il s'explique par un premier moteur qui lui a donné un ordre, qui lui a donné des règles qui doivent être respectées. » Eh bien, Épicure nous dit « non, non, tout ça est faux, le monde s'explique par lui-même. » Il ne dit rien d'autre que ça. Et donc, en fait, il dit la même chose que Darwin. Et donc, quelle est l'alternative à Épicure? Il n'y a pas 36 philosophies, vous savez. Moi, j'ai traîné un peu mes guêtres, M. Semien ne l'a pas dit, mais j'ai quand même traîné un peu mes guêtres à la Sorbonne, et, où on étudie un peu tous les auteurs, vous voyez. Et je me disais, mais tel auteur se raccroche à tel courant. Et de mon point de vue, il n'y a que deux philosophies. Vous avez la philosophie du mouvement, de l'évolution, et puis vous avez la philosophie de l'être, la philosophie de l'ordre de la nature, qui trouve un sommet dans Aristote et dans saint Thomas d'Aquin. Et la philosophie du mouvement, ben, c'est la philosophie d'Épicure. Et aujourd'hui, quand on vous parle du bouddhisme, on vous parle d'un épicurisme à la sauce asiatique, si vous voulez. Et donc, c'est pas pour rien que André Comte-Sponville et Luc Ferry ils font des livres sur le bouddhisme, alors que ce sont des épicuriens et des kantiens patentés. Voyez, il y a une logique très profonde à cela. Quelle est l'alternative à l'épicurisme? C'est donc l'aristotélisme. Qu'est-ce que c'est que l'aristotélisme? Ben, depuis Jésus-Christ, l'aristotélisme, c'est la philosophie chrétienne, c'est saint Thomas d'Aquin. Qui veut de saint Thomas d'Aquin? Mais juste personne. Voyez, je crois qu'il faut être lucide. Hein. Je pense que dans notre assemblée, il y a encore des gens, j'ai vu passer quelques bures monastiques, donc il y a encore des gens qui s'intéressent à Aristote et à saint Thomas d'Aquin. Mais dans la société en général, personne ne veut de cela. Qui veut, vous voyez, pour revenir, et puis je ne veux pas monopoliser le micro, mais pour revenir aux dernières élections, tous les candidats de la droite à la gauche, quand je dis la droite, je parle de Marine Le Pen, bien entendu, jusqu'à la gauche, se sont référés aux valeurs de la démocratie, de la République. Pas un seul candidat n'a fait référence à d'autres valeurs que celle-là. Par exemple, l'ordre de la nature. C'est pourtant une valeur qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Les Verts, les écologistes, tout le monde se dit, mais il faut préserver l'ordre de la nature. Mais aucun homme politique n'a le courage de dire, je vais défendre l'ordre de la nature. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Marine Le Pen. Je lui ai dit, mais vous avez un boulevard devant vous, mettez cela dans votre programme. On était au lendemain de la manif pour tous. Elle m'a dit, vous ne verrez jamais cela dans mon programme. Bon, bien sûr, mais ça ne lui a pas fait gagner les élections. Voyez. Bon, alors, aujourd'hui, je rejoins le début de mon propos. C'est vrai que la société se dégrade. C'est vrai qu'il faut désormais mettre des soldats dans les rues pour éviter la guerre civile. C'est une réalité. Bon. Donc les choses ne vont pas s'améliorer. Et on voit bien que la chape de plomb du pouvoir devient chaque jour un peu plus lourde. Mais sauf que l'alternative, personne n'en veut. Donc la fin de la démocratie, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain. Bien, ben, nous allons peut-être entamer une polémique avec votre voisin, parce que lui, de son côté, a publié un livre qui s'intitule « La fin de la démocratie sans point d'interrogation ». C'est-à-dire que ça pourrait être une affirmation, je n'en sais rien, vous allez nous le dire. Quelques mots sur vous, car c'est la première fois que vous venez chez Montreuil. Oui, tout à fait. Vous êtes d'origine belge, m'avez-vous dit? Oui, super. Vous êtes historien, vous êtes correspondant de presse, directeur... Je vous passerai. Directeur de propagande universitaire
Et je résume rapidement le contenu de votre livre sur les quelques mots que j'ai lus sur sa 4e de couverture. La démocratie est un régime conçu pour ne servir que les intérêts d'une minorité organisée, c'est bien ce que vient de nous dire Maxence, tout en bernant les peuples prétendus souverains. En un mot, la démocratie de ce fait est une imposture. Expliquez-nous donc comment cette démocratie peut-elle être une imposture, et dites-nous si vraiment vous pensez que nous arrivons à la fin de cette notion. Voilà. Alors, mon approche n'est pas philosophique, je suis historien, et donc j'ai une approche très pragmatique du phénomène démocratique. Et mon point de départ a été l'étude de l'établissement de la démocratie parlementaire en Angleterre, je vais y revenir tout à l'heure. Mais donc, je vais commencer donc par la conclusion. La démocratie est un régime qui se porte très bien. Il est en pleine forme, il arrive à son point d'aboutissement, ce que j'appelle la fin de la démocratie. On entend souvent dire que la démocratie va mal, qu'il y a des déviances, que plus rien ne fonctionne, etc. Ce n'est pas vrai. La démocratie fonctionne très très bien dans le sens où son but, sa fin, est de porter au pouvoir une minorité organisée qui sert ses propres intérêts ou les intérêts de ses commanditaires et qui cherche à s'y maintenir. Ce n'est pas une déviance de la démocratie moderne, c'était l'objectif dès le départ. La démocratie, le parlementarisme a été mis en place dans le but exprès de favoriser une minorité qui va se servir du pouvoir à ses propres fins ou pour servir les fins d'une minorité souvent riche, organisée, mais secrète, qui se tient dans les coulisses. Nous avons vu cela dès le départ de la démocratie et nous le voyons pleinement aujourd'hui, rien n'a changé. Alors, c'est dans l'établissement de la démocratie parlementaire en Angleterre que nous pouvons voir cela. Il y a de la résonance. Votre micro est éteint ? Lorsque le Parlement a obtenu des mains du roi le transfert de la souveraineté dans les mains des parlementaires, ça a été le départ du phénomène démocratique. En effet, donc, ça s'est passé à la fin du XVIIe siècle, lorsque le Parlement est parvenu à arracher au roi, sous prétexte du catholicisme du roi Jacques II, sa souveraineté pour l'exercer lui-même. À ce moment-là, au Parlement siégeait une classe de grands propriétaires, de gens qui s'étaient enrichis à la suite des confiscations organisées par Henri VIII, et toute cette classe riche et organisée a pris la souveraineté pour elle-même dans le but de faire passer des lois qui allaient servir ses propres intérêts. La démocratie répond certainement à des principes philosophiques, mais elle répond certainement aussi, et peut-être même davantage, à un principe qui est le premier moteur de l'activité humaine, c'est-à-dire l'intérêt. Les gens cherchent toujours leur intérêt, à servir leur intérêt et à le favoriser. Et donc il n'y a pas vraiment besoin de philosophie quand on sait que la démocratie n'est que l'application de l'égoïsme humain. Pourquoi la démocratie? C'était peut-être un risque, finalement, d'aller dire que le pouvoir était dans les mains du peuple, alors qu'on ne cherchait qu'à l'exercer dans le but de satisfaire des intérêts privés. Mais en réalité, c'est très malin. Le rituel démocratique que l'on pratique encore aujourd'hui, les élections, les débats télévisés, etc., tout ça est un écran de fumée qui sert à faire croire aux gens qu'ils participent. En réalité, c'est cela qui donne sa légitimité à la démocratie. La démocratie n'est pas un régime légitime puisqu'il sert les intérêts d'une minorité. Mais pour que les gens ne puissent pas protester contre cet exercice dévié du pouvoir, eh bien on leur dit, il y a les élections, nous qui exerçons le pouvoir, nous avons été élus par vous, donc si vous n'êtes pas content, vous n'avez eu qu'à vous en prendre à vous-même, et vous n'avez qu'à attendre les prochaines élections où vous voterez différemment. Mais il se trouve qu'aux prochaines élections, c'est toujours la même chose qui revient, puisque c'est la même minorité organisée qui a été remontée jusqu'en amont du phénomène démocratique, jusqu'au choix des candidats sur les listes des partis, et c'est là que tout se joue. À partir de ce moment-là, tout se déroule normalement, il n'y a plus de surprise.
Et donc le peuple peut toujours se plaindre, ça ne servira jamais à rien, parce que le pouvoir n'est pas dans ses mains, le pouvoir est dans les mains d'une minorité organisée. Et il s'exerce sur une majorité inorganisée. Le seul philosophe auquel je fais référence dans mon livre, c'est le philosophe Ivanov, qui est un Russe mort en 1919, qui en observant la révolution russe a dit finalement ce n'est que ça, la démocratie c'est le pouvoir d'une minorité organisée sur une majorité désorganisée ou inorganisée. Et c'est ce que la population est en démocratie, c'est une minorité inorganisée. Entre parenthèses, si on fait la comparaison avec un régime, enfin avec l'ancien régime, on verra que dans l'ancien régime, la société était hérissée de liberté, comme le disait Charles Maurras, c'est-à-dire qu'elle était super organisée, de sorte que le pouvoir avait une marge de manœuvre assez petite, parce que chaque fois, il se heurtait à des privilèges, à des droits, etc. Tout cela a été balayé, et donc il y a un champ ouvert pour l'exercice du pouvoir qui est parfaitement lisse. De temps en temps, il y a un syndicat qui proteste, mais les syndicats étant politisés, ça n'a aucun effet. Mais la majorité de la population ne peut pas se référer, elle ne peut pas s'organiser en corps, protester de ses droits en disant « là, c'est intouchable ». Non, elle est obligée de voter, c'est-à-dire de pratiquer sa souveraineté pendant l'espace d'une seconde, le temps de déposer un bulletin dans l'urne, et après ça, elle est dépossédée de sa souveraineté au profit de ses représentants qui eux-mêmes lui échappent directement, et la population n'a plus aucun droit. Et on la berne continuellement, d'où le terme imposture, qui n'est certainement pas exagéré. On la berne d'élection en élection, on lui fait croire que ça va changer. Vous avez peut-être déjà remarqué que le mot changement est le mot clé de tous les discours électoraux. C'est paradoxal, parce qu'en démocratie, le peuple est censé être satisfait puisque c'est lui qui vote et lui qui détermine le pouvoir en place. Comment se fait-il qu'il est toujours insatisfait et que donc il désire toujours un changement? C'est bien la preuve qu'il n'est jamais satisfait et que par conséquent on le trompe toujours. Il n'y a pas moyen que le peuple soit satisfait, en tout cas pas en démocratie. Alors, cette analyse de la démocratie, en partant du parlementarisme en Angleterre et puis en observant ce qui se passe aujourd'hui, m'a amené à cette conclusion qu'en fait, la démocratie marche très très bien. Elle arrive maintenant à son point d'aboutissement, qui est la mise en place d'une minorité très très organisée, de plus en plus occulte, qui a de moins en moins de comptes à rendre à la population, mais qui maintient en place les rites démocratiques. Hein, c'est ça sa légitimité. Il y a des élections, les gens parlent par le canal des élections, et en dehors de ça, vous avez juste à vous taire. Mais ces élections sont censées refléter ce que vous voulez. En fait, ce n'est pas le cas. Et donc ce régime, il est de plus en plus libre. Parce que derrière l'écran des élections, il va pouvoir faire exactement ce qu'il veut, servir exactement les intérêts qu'il souhaite servir, si ce n'est pas les intérêts des politiciens eux-mêmes. Bien sûr, ils se servent au passage, et ce seront les intérêts des grands groupes organisés, des groupes de la finance, des grands groupes commerciaux, des compagnies pétrolières, des compagnies pharmaceutiques, des grandes puissances stratégiques qui exigent ceci ou ça, et les gouvernants n'ont plus qu'à plier devant ces puissances-là. Plus ces puissances sont occultes, plus elles sont puissantes. C'est ainsi qu'on a de la peine à identifier d'où viennent les ordres, d'où viennent les attentes, d'où viennent les instructions auxquelles se plient les gouvernants. Et on le saura de moins en moins. Plus la démocratie s'écarte et s'éloigne de la population, plus elle est moins elle est visible, plus elle est hors d'atteinte, et on n'en saura jamais rien. Et tant qu'il y a des médias subventionnés par le pouvoir qui peuvent dire exactement ce qu'ils veulent et ce que le pouvoir veut, la population n'est pas informée. Aujourd'hui, nous avons une porte de sortie, c'est l'Internet, qui permet de s'informer davantage. Mais sinon, les gens sont bernés. Et c'est pour ça que j'arrive au titre de mon livre, La fin de la démocratie. Il faut prendre le mot fin dans son double sens, c'est la fin, mais c'est aussi l'objectif de la démocratie, qui est de porter cette minorité au pouvoir, et maintenant elle est comme un poisson dans l'eau, tout se passe très très bien, les échelons de la démocratie s'élèvent les uns au-dessus des autres, hein, il y a les démocraties nationales, et puis il y a l'Union européenne, et puis Dieu sait ce qu'il y aura encore après, et plus la démocratie s'exerce loin de la population, plus elle est libre, et moins elle reflète la population, et plus elle sert des intérêts privés ou étrangères à cette population. Merci.
Merci beaucoup, cher ami. Je pense que Maxence Sécart voudrait apporter quelques compléments, peut-être répondre à certains de vos propos. Alors, je ne peux que souscrire à votre analyse, à savoir, vous interrogez, mais comment ça fonctionne concrètement? Et vous dites quelque part que le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple, et ce qui, évidemment, recoupe les analyses des principaux philosophes. Donc ça, je crois que c'est incontestable, et vous le dites avec brio, on ne peut que vous suivre. Mais peut-on, pour autant, ne pas tenir compte de l'idéologie très profonde de la souveraineté populaire? Parce que, en fait, de tout temps, les élites ont dirigé. De tout temps, les élites ont dirigé. Et c'était vrai sous l'Ancien Régime, et c'était vrai à l'époque des Grecs et des Romains. Aujourd'hui, c'est vrai, et ça a été dénoncé à l'occasion des dernières élections, les puissances de l'argent ont un rôle très important. Il est évident que Emmanuel Macron a été lancé, j'allais dire c'est un peu vulgaire, mais comme une savonnette, si vous voulez, il a été financé et il a été mis sur le marché, parce qu'il y avait une place à prendre. Donc, ce que vous dites est illustré par la réalité des choses. Est-ce que ça veut dire que la démocratie doit être réduite à cette mécanique? Je ne le crois pas. Je pense que la souveraineté populaire a une autre dimension qui est très profonde et qui est celle de dire que l'homme est souverain. C'est-à-dire qu'il ne dépend finalement pas de Dieu, il ne dépend pas d'un ordre de la nature. Vous désirez, je vais vous passer celui-ci, vous désirez répondre à Maxence? Pas trop long parce que je vois que le président de l'entreprise demande que l'entretien soit rapidement terminé. Merci, mais ce sera très bref. Je crois qu'il y a des fondements philosophiques. Le point que je n'arrive pas à débattre, c'est est-ce que la philosophie précède l'action dans le cas de la démocratie, ou si l'action s'est justifiée par une philosophie. Alors, je laisse ça comme question sans réponse. En ce qui concerne la souveraineté populaire, il me semble qu'il faut remonter à la Révolution française, lorsque les privilèges ont été abolis dans un état d'euphorie complètement irresponsable. Les gens se sont posé la question, on nous enlève nos libertés, qu'est-ce qu'on nous donne en échange? Et alors, ça a été la souveraineté. Maintenant, vous êtes le souverain, vous êtes le peuple souverain. Et alors les gens se sont dit, voilà, on va voter, on sera souverain, et tout va forcément nous plaire, parce que la doctrine, c'était que le peuple ne peut jamais rien décider qui soit contraire à ses intérêts, dans la mesure où le peuple décide. Mais déjà, la décision du peuple est une chose impossible, puisque le peuple est forcément divisé. Il ne peut jamais rien décider qui soit conforme aux intérêts de tout le peuple. Et donc, je pense que la souveraineté populaire, c'est un concept qui a son poids philosophique, mais qui est surtout une façon de tenir les gens tranquilles. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est vous les souverains. Et on tourne en rond, il n'y a pas moyen d'en sortir. Donc il faut, si j'ai un conseil à donner, c'est cesser de défendre la démocratie, il faut enterrer ce régime au plus vite, il faut en finir avec la démocratie au plus vite, par tous les moyens possibles et imaginables. Surtout, ici en France, ne vous battez plus pour la République, c'est fini. Il faut l'enterrer le plus vite possible. Je suis affligé de voir les politiciens qui tous n'ont que le mot de République à la bouche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les valeurs de la République. C'est justement ça qu'il faut absolument détruire le plus vite possible, pour en revenir à un régime naturel. Un simple petit mot pour terminer de la part de Maxence Sécart. Oui, on ne peut que être enthousiasmé par ce que vous venez de dire. Un dernier point pour terminer sur une note d'espoir. Vous avez dit que la démocratie était en pleine santé. Je vous ai dit, moi, qu'elle allait durer car il n'y a pas d'alternative. Et là encore, je n'aurai pas tout à fait votre avis. Je pense qu'effectivement, elle va durer parce qu'il n'y a pas d'alternative,
mais je ne pense pas qu'elles soient en pleine santé. Parce qu'il y a quand même une chose que les hommes ne contrôlent pas, c'est tout simplement la nature. Et en fait, la démocratie viole la nature en permanence. Et la nature, eh bien ça, c'est Dieu qui la dirige. Et les hommes, à un certain moment, quand ils auront suffisamment souffert, eh bien reviendront des folies démocratiques. Messieurs, je vous remercie infiniment de votre intervention, de vos interventions et de l'obligeance avec laquelle vous les avez effectuées.